Bonjour les quatrièmes, nous voilà de nouveau pour une vidéo concernant la nutrition, les fonctions de nutrition. Alors, nous avons vu dans ce chapitre la circulation sanguine chez les animaux et après nous nous sommes intéressés aux plantes. Dans cette dernière partie, nous allons nous intéresser aux interactions qui existent avec les micro-organismes. Alors, on avait vu en classe de 5e qu'il existait des interactions avec certains micro-organismes au niveau de l'appareil digestif chez les animaux et chez l'être humain, et que ces interactions étaient favorables aux animaux puisqu'elles leur permettaient de digérer beaucoup plus facilement certains aliments. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser aux interactions avec des micro-organismes chez les plantes. Donc, après le dernier bilan sur lequel nous avons travaillé la semaine dernière sur les différents types de sève et la circulation de ces sèves à l'intérieur des plantes, je vous demande d'écrire en rouge dans votre cahier grand 3, interaction avec des micro-organismes. Alors, quelle est l'activité numéro 5? Nous allons nous intéresser aux interactions avec des micro-organismes. Kenza discute avec un jardinier de la ville qui dépose de la bouillie bordelaise sur les plantes. Il lui explique que cela détruit les micro-organismes responsables de maladies chez les plantes. Kenza se demande alors si tous les micro-organismes sont néfastes pour les plantes, c'est-à-dire sont mauvais, les détruisent. Nous allons aujourd'hui nous intéresser à existe-t-il des micro-organismes qui sont bénéfiques à certaines plantes, et si oui, comment ils agissent. Pour cela, nous allons étudier un ensemble de documents et à partir de l'analyse de l'ensemble de ces documents, nous répondrons à cette problématique qui est écrite ici en vert. Regardons les premiers documents de l'activité numéro 5. Alors, vous avez ici une image qui présente ce qu'on appelle des nodosités sur des racines d'une plante. Les racines de certains végétaux possèdent de petites excroissances que l'on appelle des nodosités. C'est ces petites boules qui apparaissent ici en couleur un peu plus claire. Si j'observe ça au microscope, nous voilà ici, j'ai la racine et j'ai cette petite excroissance ici, cette nodosité racinaire qui apparaît. Qu'est-ce que c'est? À quoi ça sert? Nous allons le voir dans la suite de l'activité. Mais avant d'avancer, nous allons noter dans notre cahier une première phrase qui explique ce que nous apprenons de ce premier document. Je vous laisse quelques minutes pour écrire dans votre cahier une phrase qui explique « D'après le document 1, j'apprends ou j'observe, etc. » Pour celles et ceux qui auraient besoin d'une trace écrite, voici la correction. D'après ce document, j'observe que certaines plantes possèdent des nodosités sur les racines. Ces nodosités sont des petites excroissances. Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de ces nodosités? Allons voir ça d'un peu plus près. Ici, j'ai un document qui me présente le tissu végétal d'une nodosité, c'est-à-dire l'intérieur d'une nodosité, c'est-à-dire de cette fameuse boule excroissance que l'on a vue sur l'image précédente. J'observe un cytoplasme des cellules végétales, une nodosité qui renferme de nombreuses bactéries, de micro-organismes qui s'appellent le rhizobium. Ces bactéries, elles sont naturellement présentes dans le sol et elles pénètrent dans la racine qui se déforme et qui permet l'apparition de cette boule qu'on appelle donc une nodosité. À l'intérieur de ces nodosités, j'observe dans la nodosité des bactéries qu'on appelle le rhizobium. J'écris dans mon cahier une petite phrase qui explique ce que je viens d'apprendre de ce fameux document. Je vous laisse quelques minutes pour y répondre. Là encore, ceux qui ont besoin d'une correction ou d'une trace écrite, voici la correction. D'après ce document, j'observe qu'en observant ces nodosités, on constate que celles-ci renferment de très nombreuses bactéries. C'est un micro-organisme, elle s'appelle le rhizobium. Ces bactéries sont naturellement présentes dans le sol et elles pénètrent à l'intérieur des racines de la plante. Oui, alors, il y a en effet une interaction entre les micro-organismes, et notamment des bactéries, et la cellule végétale, c'est-à-dire la cellule des racines des végétaux. Donc il y a une interaction, une connexion entre les deux. Mais à quoi sert cette connexion? Allons voir d'un peu plus près en regardant d'autres documents.
Troisième document que je vous présente est une expérimentation menée sur 3 parcelles semées de graines de lupin. Nous avons pris donc 3 champs, 3 parcelles de terrain dans lesquelles nous avons semé des graines de lupin, le lupin étant cette plante jaune qui fait des jolies fleurs jaunes. Alors, on a semé la même quantité de graines de lupin sur 3 parcelles, sur 3 terrains, initialement dépourvus de bactéries, c'est-à-dire dépourvus, ça veut dire qu'il n'y a pas de bactéries sur ces parcelles de terrain. La parcelle numéro 1 ne subit aucun traitement. Nous avons juste mis les graines et nous avons laissé la nature faire. Dans la parcelle numéro 2, nous avons inoculé la bactérie Rhizobium. Alors que veut dire le mot inoculé? C'est-à-dire que nous avons rajouté cette fameuse bactérie en mettant à l'intérieur du sol cette fameuse bactérie, ce fameux rhizobium, qui permet la formation de nodosités par les végétaux de la parcelle, c'est-à-dire qui permet la formation de ces fameuses connexions entre les bactéries et les cellules végétales. Sur la troisième parcelle de terrain, nous avons ajouté un engrais azoté, c'est-à-dire de l'azote. Plusieurs semaines après la germination et la croissance, on observe des plantes et on va mesurer la quantité de graines produites par chaque parcelle, c'est-à-dire la quantité finalement de nouvelles plantes et de nouvelles fleurs qui ont été réalisées. La quantité de graines récoltées permet donc de mesurer la production de matière organique, savoir quelle est la parcelle qui a produit le maximum de matière organique. Est-ce la première parcelle qui n'a subi aucun traitement? Est-ce la deuxième parcelle dans laquelle nous avons rajouté la bactérie? Ou est-ce la troisième parcelle dans laquelle nous avons rajouté simplement de l'engrais? Nous notons dans le cahier une petite phrase expliquant ce que nous venons d'apprendre de ce document. Pour celles et ceux qui ont besoin d'une trace écrite, là encore, voici une correction possible. D'après ce document, j'observe qu'on peut réaliser une expérimentation sur 3 parcelles de terrain sans bactéries. La parcelle numéro 1, je ne fais aucun traitement, aucun changement. La parcelle numéro 2, j'ajoute des bactéries Rhizobium. Et dans la parcelle numéro 3, j'ajoute de l'engrais. Observons ces résultats. Ces résultats sont présentés dans le document numéro 4 ici sous forme d'un graphique en bâton. J'ai mes 3 parcelles, parcelle numéro 1, parcelle numéro 2, parcelle numéro 3. On me rappelle que la parcelle numéro 1 qui est colorée en bleu est une parcelle dans laquelle nous n'avons pas inoculé de bactéries, c'est-à-dire que nous n'avons pas introduit de bactéries et nous n'avons pas non plus mis d'engrais. Dans la parcelle numéro 2, nous avons inoculé des bactéries, nous avons volontairement introduit des bactéries, mais par contre nous n'avons pas mis d'engrais. Et dans la parcelle numéro 3, colorée en vert, nous n'avons pas mis de bactéries, mais par contre à la place nous avons mis de l'engrais. On observe ici en ordonnée la production de graines de lupin, c'est-à-dire la quantité finalement de graines de lupin qui ont été produites au bout de plusieurs semaines. Qu'est-ce que l'on constate si on compare ces 3 parcelles? Tout d'abord que dans la première parcelle, la quantité de graines fabriquées est beaucoup moins importante que dans les 2 autres parcelles. Et si je compare les 2 autres parcelles, je constate qu'avec les bactéries, la quantité de graines, la production de graines est un peu plus importante que lorsqu'il n'y a pas de bactéries et qu'il n'y a simplement que de l'engrais. Alors pourquoi? Nous allons regarder ce dernier document qui est le document le plus compliqué à comprendre. Regardons ensemble. Ce document présente l'association entre les bactéries Rhizobium et la plante. Pour produire les protéines, les végétaux ont besoin d'azote, c'est-à-dire que pour produire leur matière organique, les végétaux ont besoin d'azote. D'accord? L'azote, c'est un élément chimique de symbole N que vous avez peut-être vu en physique-chimie. Si ce n'est pas le cas, c'est pas grave. Cet azote, il est contenu dans un ion qu'on appelle l'ammonium NH4. Les bactéries Rhizobium, dont on parle depuis le début de cette activité, elles ont la capacité de convertir le diazote qui est dans l'air, puisque le diazote est un gaz dans l'air et dans le sol, en ammonium, et donc de fournir à la plante davantage d'ammonium.
En retour, la plante va fournir à ces bactéries des molécules organiques qui vont stimuler leur croissance, qui vont être nécessaires au développement de ces bactéries. Nous avons donc une association entre les cellules végétales et les bactéries, à l'intérieur de ces excroissances qu'on appelle des nodosités. Lorsque les bactéries et les cellules végétales ont des avantages respectifs, on parle de symbiose. Ici, la bactérie, elle va récupérer le N2 et elle va le transformer en NH4. Elle va donner ce NH4 à la plante. La plante va pouvoir produire davantage de matière organique grâce à la lumière et grâce à l'eau, aux sels minéraux et au dioxyde de carbone. Et une fois qu'elle a produit cette matière organique, elle va en garder une partie, mais elle va aussi en donner une petite partie aux bactéries pour qu'elles puissent avoir une meilleure croissance. Écrivons dans le cahier une trace écrite qui explique ce que nous venons d'apprendre du document 4 et du document 5. D'après le document 4, j'observe les résultats de cette expérimentation. Ce que j'observe, c'est que dans la parcelle numéro 2, qui contient des bactéries Rhizobium, la production de graines de lupin est la plus importante. C'est donc finalement là qu'est le meilleur rendement, c'est là où on fabrique davantage de matière organique. Et le document numéro 5 nous apprend que la bactérie apporte à la plante de l'ammonium, du NH4, qui va favoriser la production de matière organique par celle-ci. En échange, la plante va fournir aux bactéries des molécules organiques. Il va y avoir une collaboration entre les plantes et les bactéries que l'on va nommer symbiose. Elle procure des avantages à chacun de ces deux partenaires. Si on devait donc répondre à Kenza, est-ce qu'il existe des micro-organismes qui sont bénéfiques pour les plantes? La réponse est oui. La bactérie Rhizobium est bénéfique à la plante puisqu'elle va s'associer aux cellules des racines pour apporter à la plante davantage de NH4, c'est-à-dire d'ammonium. Et en échange, la plante va lui donner de la matière organique qui va être essentielle à sa croissance et ainsi cette collaboration entre ces deux organismes, les bactéries et les plantes, est bénéfique à chacun des deux partenaires. Il existe donc bien des micro-organismes bénéfiques pour les plantes. Tous les micro-organismes ne sont pas mauvais et néfastes aux plantes. Qu'est-ce qui est important à retenir dans le bilan? Bilan. Chez certaines plantes, les bactéries s'associent aux racines, formant ainsi des nodosités. Ces bactéries permettent à la plante un meilleur approvisionnement en azote. Et en échange, la plante va donner aux bactéries de la matière organique. Cette association confère un avantage aux deux partenaires, c'est ce qu'on appelle de la symbiose. Le mot symbiose et le mot nodosité sont écrits en gras puisque ce sont des mots de vocabulaire qu'il faut connaître. J'espère que vous avez compris l'ensemble de ce cours. S'il y a des questions, n'hésitez pas à me les poser via la messagerie Pronote.